Des nouvelles qui arrivent en ce moment. La youtubeur Jyoti a été arrêtée en raison d'activités d'espionnage. Cette youtubeur avait partagé des informations sensibles sur l'Inde. 6 individus ont été appréhendés en Haryana et au Punjab, soupçonnés d'espionnage. Ces youtubeurs donnaient des informations sensibles sur l'Inde à des gestionnaires pakistanais. Un youtubeur vient d'être arrêté en Inde pour espionnage pour le Pakistan. Et nous savons déjà que le CCP travaille très étroitement avec le Pakistan pour s'assurer que le Pakistan ne perd pas cette guerre. En fait, nous avons maintenant des preuves qu'une grande partie de la désinformation dans cette guerre provient de Chine. Le but de cette désinformation était simple. Faire savoir au monde que le Pakistan gagne la guerre et que le Pakistan le fait en utilisant des armes chinoises. Le PCC voulait augmenter les ventes pour l'industrie de la défense chinoise, et ils étaient prêts à mentir pour atteindre cet objectif. Mais maintenant, la vérité émerge, et les espions pakistanais se font attraper. Mais une chose que tout le monde néglige dans ce cas, c'est qu'il y a des milliers d'espions chinois ici aux États-Unis qui attendent le bon moment pour frapper. Mais d'abord, plus d'informations sur l'espion capturé en Inde. La police de Haryana a arrêté la blogueuse de voyage Jyoti Rani, âgée de 33 ans, vendredi pour espionnage présumé pour les agences de renseignement pakistanaises lors des opérations en intérieur. Rani, qui a une chaîne YouTube appelée Travel with Joe avec plus de 377 000 abonnés et un compte Instagram avec plus d'132 000 abonnés, a été prise en garde à vue après avoir été trouvée en train de partager des informations sensibles avec un officiel de la Haute Commission du Pakistan à Delhi, a déclaré la police. Hier, sur la base des informations que nous avions, nous avons arrêté Jyoti, fille de Harish Kumar, en vertu de la loi sur le secret officiel et du BNS Cent 52. Nous avons reçu des choses suspectes après avoir récupéré son mobile et son ordinateur portable. Nous l'avons mise en détention provisoire pour 5 jours et l'enquête se poursuit. Elle était en contact continu avec un citoyen pakistanais. En mars et avril, Rani avait partagé des vidéos de son séjour au Pakistan. Selon la police, elle aurait révélé lors de son interrogatoire préliminaire qu'elle s'était rendue à la Haute Commission du Pakistan pour obtenir un visa de visiteur en 2023. C'est alors qu'elle serait entrée en contact avec un officiel de la Haute Commission du Pakistan à New Delhi, nommé Ehsan-ur-Rahim alias Danish. Elle aurait partagé le numéro de téléphone de l'officiel avec la police et déclaré qu'elle restait en contact avec lui. Rani a eu son visa en 2023 et est ensuite allée 2 fois au Pakistan selon la police. Je tiens à attirer votre attention ici. Soyez vigilants sur vos sources d'informations. J'ai déjà beaucoup parlé des bots CCP, mais ce n'est pas le sujet actuel. Il s'agit de l'argent, CCP. CCP a un budget de propagande de 30 milliards de dollars, et il propose maintenant directement de l'argent aux youtubeurs pour faire l'éloge de la Chine ou pour arrêter de les critiquer. Nous avons aussi reçu des offres similaires. Voici un email qu'on vient de recevoir, une proposition de collaboration avec Tencent. En réalité, il s'agissait d'un pot de vin présenté comme un sponsor. Tencent est une énorme entreprise chinoise, mais ils ont une très petite empreinte ici aux États-Unis. Ils sont principalement engagés dans le domaine des jeux vidéo. Et comme vous pouvez le voir, notre chaîne n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais ils étaient prêts à nous parrainer, parce que le calcul était simple. Ils espéraient un nom de nous payer, et ils espéraient que nous arrêterions de critiquer le PCC. Xi Jinping essaye de tout. Des bots tentent de voter négativement les vidéos, et des entreprises essaient de soudoyer les youtubeurs qui critiquent et révèlent la vérité. Alors si vous pouvez me rendre un énorme service, et appuyer sur ce bouton « J'aime » et s'abonner, parce que nous n'avons pas des millions ou des milliards de dollars comme le Parti communiste chinois. Votre soutien est notre seule force et nous fait avancer. Revenons maintenant à l'arrestation de l'espion indien. La partie la plus folle de cette histoire était le fait que quelqu'un sur Twitter a réellement dénoncé cette youtubeuse, avertissant les agences indiennes, l'agence de renseignement indienne de surveiller ce qu'elle faisait. Comme vous pouvez le voir à partir du tweet sur votre écran, qui a été posté le 10 mai 2024, et l'arrestation a eu lieu presque 1 an après cela. La communauté du renseignement open source sur Twitter est vraiment quelque chose d'autre. Il y a quelques mois, dans une vidéo sur la guerre Russie-Ukraine, nous avons mentionné qu'un compte Twitter a signalé l'utilisation par la Russie de câbles à fibre optique pour leurs drones. Mais la Russie n'avait qu'une seule usine dans tout leur pays qui produisait ces câbles à fibre optique. Cette information a été postée par un compte aléatoire sur Twitter, avec les coordonnées exactes de cette usine de fibre optique. Eh bien, quelques semaines seulement après ce tweet, les forces armées ukrainiennes ont détruit cette usine de fibre optique. Comme le dit le célèbre adage, 90% des renseignements sont déjà là. Les officiers de renseignement doivent juste les trouver.
Mais l'autre aspect de cette question est, que obtiennent ces autres pays en embauchant des youtubeurs comme espions? Voici quelques exemples des avantages qu'ils espèrent obtenir. Un youtubeur peut influencer l'opinion publique en promouvant la paix, en minimisant les attaques terroristes au Pakistan et en glorifiant les amitiés transfrontalières. C'est important car le CCP fait cela ici, en ce moment même dans les universités américaines. Nous y reviendrons dans une seconde, mais d'abord, passons en revue tous les points. Deuxièmement, filmer des lieux sensibles, même des vlogs occasionnels près des installations militaires, des zones frontalières ou des infrastructures stratégiques. Troisièmement, le géomarquage et les métadonnées. Les vidéos contiennent des données de localisation intégrées, qui peuvent révéler des modèles ou des faiblesses de sécurité. Quatrièmement, l'accès au cercle. Les youtubeurs peuvent se mettre en réseau avec d'autres influenceurs, journalistes ou personnalités publiques, donnant aux agences étrangères un accès indirect à une communauté plus large. Cinquièmement, normaliser l'engagement avec l'État ennemi, promouvoir les visites dans les États ennemis, et ainsi de suite. Sixièmement, saper la confiance dans le gouvernement et l'armée. Septièmement, la monétisation de la chaîne. Une agence étrangère peut les financer sous le prétexte de collaboration ou de parrainage, en utilisant l'argent comme outil de contrôle. C'est quelque chose que nous vous avons déjà montré, et c'est là que c'est si unique et si bien pensé, parce que pensez-y, si nous prenions de l'argent de Tencent, et que quelqu'un nous demandait « Eh, prenez-vous de l'argent du CCP ou du gouvernement chinois pour les louer ?» Nous pourrions dire non, et nous ne mentirions toujours pas. Nous pourrions dire non, même sous serment, devant le Congrès, devant un juge. Parce que techniquement, Tencent n'est pas le CCP. Et Tencent ne nous paye que pour un soi-disant parrainage, qui, dans ce cas, ne serait pas vraiment un parrainage, parce que nous ne pouvons vraiment pas promouvoir ce que Tencent veut que nous promouvions. Donc c'est vraiment juste de l'argent gratuit pour faire quelque chose qu'ils veulent que nous fassions. Ce n'est pas seulement le Pakistan qui mène des opérations comme celle-ci en Inde. Le CCP fait cela ici aux États-Unis. Voici le rapport à ce sujet. Le CCP recrute et paie des influenceurs sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Le CCP utilise des citoyens de leur pays cible. Ils envoient des espions qui ont différents passeports dans chaque pays qui est une cible pour eux. Ils essaient de recruter des gens pour des emplois via des sociétés écrans, en utilisant LinkedIn. Ils ont utilisé TikTok pour influencer massivement le public cible à l'échelle mondiale. Ils mènent ces opérations depuis longtemps, et leur internet est un système très fermé. Ils utilisent l'infiltration, pas l'invasion. Maintenant, le moment de cette arrestation en Inde n'aurait pas pu être parfait, car juste 2 semaines avant cette arrestation, nous avions un réseau d'espions qui a été exposé ici aux États-Unis, et vous ne pourrez pas deviner l'université. C'était Stanford, l'une de nos universités les plus prestigieuses, où certaines des recherches les plus avancées du monde ont lieu. Et vous pouvez deviner pourquoi la Chine a un réseau d'espions là-bas. Voici plus de détails. Et ça ne devrait choquer personne. Donc, le rapport est sorti, il a dit actuellement, aux États-Unis d'Amérique, dans l'une de nos universités, il y a un réseau d'espions organisé et orchestré. Pour mettre cela en perspective, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, quand on m'a dit qu'il y avait une loi chinoise en vigueur qui exigeait que les ressortissants chinois, y compris les étudiants qui viennent aux États-Unis avec des visas. Et d'ailleurs, nous accueillons 300 000 étudiants chinois par an dans nos universités. Il y a une loi dans les livres qui dit qu'ils doivent fournir des renseignements et des informations au PCC. Nous avions également des informations au Congrès, avant même mon arrivée, qu'ils mettaient en place ces programmes pour organiser des espions et les infiltrer dans nos universités en utilisant des visas. Et quand je suis arrivée et que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune loi pour arrêter le programme de visa, même si nous avions ces informations, j'ai immédiatement lancé un projet de loi qui mettrait fin aux visas pour les étudiants chinois. Rien contre les étudiants chinois voulant apprendre. Mais si vous avez un gouvernement qui les recrute, et pas seulement les recrute, les oblige par la loi sous peine de devenir des agents d'espionnage une fois arrivés ici, nous ne pouvons pas continuer à les inviter dans notre nation. Et donc, à maintes reprises au cours des dernières années, nous avons trouvé des étudiants chinois avec des drones, des caméras sur nos bases militaires, volant des informations dans nos universités, et rien n'a été fait. Donc, lorsque ce rapport est sorti il y a 2 jours, je n'ai pas été surpris car nous avons lancé ce projet de loi et nous avons plaidé et essayé d'attirer l'attention de quelqu'un sur le fait qu'il y avait des réseaux d'espions ici même maintenant. Espérons maintenant que nous verrons des actions. L'université où des étudiants rapportent ces incidents, ainsi que le gouvernement, ont été informés et vont mener une enquête. Maintenant, même avant d'entrer dans les détails de cette histoire, je veux souligner quelque chose dans la grande majorité de ces cas.
Les étudiants chinois qui espionnent réellement pour le PCC n'ont pas d'autre choix. Pensez-y. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent. Vous avez étudié très dur à l'école intermédiaire, au lycée, et vous êtes finalement accepté dans une université américaine. Vous pensez avoir réussi dans la vie, étudiant enfin dans une université respectée avec l'espoir de quitter la Chine. C'est alors que le PCC frappe à la porte. Ils veulent que vous signiez un engagement de loyauté avant de quitter le pays, promettant essentiellement que vous ne critiquerez pas ou ne trahirez pas le parti. De plus, cet engagement de loyauté va au-delà de votre simple signature. Vous avez besoin d'un garant, quelqu'un qui reste en Chine et qui garantit que vous ne trahirez pas le parti. Cette personne est généralement un membre de la famille proche, comme un parent. Le PCC vous donne ensuite des instructions précises à suivre. Voici comment se déroule généralement ce processus. Vous voyez, tous les 5 ans, Xi Jinping établit une liste des industries qui manquent en Chine. Cela pourrait être l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'ingénierie ou n'importe quoi d'autre. Et puis le parti dit à ses étudiants étrangers que, quand vous arrivez à l'université américaine, quand vous arrivez à Stanford, disons par exemple, vous devez prendre des postes de recherche qui se rapportent à ces industries. Une fois le poste de recherche obtenu, envoyez toutes les informations trouvées en Chine. Ainsi, elle pourra rattraper son retard dans ce secteur. Encore une fois, clairement, ce que font ces étudiants n'est pas légal, mais ils n'ont pas non plus le choix. Pensez si vous étiez forcé de choisir entre votre famille et l'envoi de quelques documents de recherche. Que feriez-vous ? Je pense que la grande majorité d'entre nous peut se mettre à la place de ces étudiants. Mais c'est aussi un gros problème pour les États-Unis et la sécurité nationale américaine. Il est clair que quelque chose doit être fait. Mais la raison pour laquelle nous n'avons eu aucune action sur cette question jusqu'à présent est que chaque fois que quelqu'un essaie de soulever cette question, il se fait frapper par la bonne vieille carte du racisme. Et cela se passe à Stanford en ce moment. En fait, en 2022, une initiative a été lancée sur le campus de Stanford pour prévenir l'espionnage chinois. Et devinez ce qui s'est passé. L'initiative a été bombardée d'accusations de profilage racial, et elle a été dissoute à cause de cela. C'est précisément pourquoi je suis aussi clair que possible. La plupart du temps, les étudiants ne sont pas des acteurs volontaires. Mais en fin de compte, les informations qu'ils volent nuisent directement aux États-Unis et aident un adversaire à rattraper notre recherche technologique. Il faut donc faire quelque chose, et le CCP utilise l'angle du profilage racial pour mettre fin à toute enquête sur ce sujet. Cela concerne plus que les étudiants et les universités. Cela se produit dans les bases militaires, les bases de l'OTAN et même dans nos centres de recherche. Nous avons à Los Alamos ce qu'ils appellent le Club de Los Alamos. Nous avons eu 116 Chinois ethniques qui ont travaillé avec des habilitations classifiées, avec des habilitations sur des technologies critiques qui sont retournées en Chine. Et nous avons pu identifier certains des domaines, y compris les sous-marins nucléaires et les systèmes d'armes sur lesquels ils ont travaillé en Chine parce qu'ils publient à ce sujet. Nous avons donc pu suivre l'intégralité de leur travail. Ce n'est pas illégal. Ils disent vouloir retourner en Chine, qui reconnaît leur citoyenneté, et ils y retournent. Techniquement, devraient-ils reprendre les connaissances classifiées et les utiliser dans le développement des systèmes d'armes militaires de la Chine? Dans ce cas, non, ils ne devraient-ils pas, mais notre bureaucratie nous paralyse et nous empêche d'agir. Nous avons une situation similaire avec le Canada. 12 de pilotes militaires canadiens ont été en Chine pour former l'armée de l'air chinoise PLA, je veux dire formée aux tactiques de combat de l'OTAN. Donc nous n'avons pas de jurisprudence qui dit « c'est contre la loi, nous savons que vous gagnez 300 000 $ par an, mais vous ne pouvez pas faire ça ». Donc des situations comme celle-ci se présentent tout le temps. Maintenant, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le pire de tous. Lorsqu'un espion chinois travaillait directement sous le gouverneur de New York et prenait de l'argent du CCP, achetant des maisons, des condos d'1 million de dollars à New York City et à Hawaï. Nous avons déjà couvert cette nouvelle lors de sa sortie, mais voici un bref rappel. Un scandale ébranle New York, suite à la révélation qu'un agent chinois influence la politique new-yorkaise depuis 10 ans. Linda Sun, ancienne assistante du gouverneur de New York, Kathy Hochul, a été arrêtée et accusée d'avoir agi en tant qu'agent chinois pendant son temps au gouvernement. L'agent visait à promouvoir les objectifs du PCC pour entraver les relations entre les EU et Taïwan. Une copie non scellée de l'acte d'accusation a révélé qu'elle était accusée de violation et complot de violation de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, fraude de visa, contrebande d'aliens et conspiration de blanchiment d'argent. Le mari de Sun, Chris Hu, a aussi été arrêté pour conspiration de blanchiment d'argent, fraude bancaire et mauvais usage d'identité. Les procureurs ont allégué que Sun avait utilisé son poste gouvernemental pour promouvoir l'agenda chinois en bloquant les réunions avec les responsables taïwanais sous le mandat du gouverneur Andrew Cuomo.
Elle est aussi accusée d'avoir utilisé son influence pour rédiger des discours qui détournent l'attention de la persécution des Ouïghours par Pékin. Bien que l'acte d'accusation de 65 pages contre le couple semble effrayant, les deux ont plaidé non coupable, son avocat décrivant les charges comme déroutantes. Les cautions ont été fixées à 1,5 million de dollars pour Sun et à 500 000 dollars pour Hu, avec l'interdiction de voyager au-delà de New York City, Long Island, Maine et New Hampshire. D'accord, donc tout d'abord, nous allons examiner de plus près l'affaire contre Linda Sun alors que nous explorons les accusations que les avocats de Sun ont qualifiées de déroutantes. Sun est accusé d'avoir enfreint la loi sur l'enregistrement des agents étrangers en ne s'enregistrant pas comme agent étranger auprès du procureur général. L'une des plus grandes missions de Sun était de bloquer les relations entre New York et Taïwan. Sun bloquait les réunions entre les représentants taïwanais et le gouverneur, tout en influençant le discours de ce dernier sur la Chine. Par exemple, en 2019, lors d'une invitation à un banquet, elle a été informée que le président taïwanais devait visiter New York. Elle a vite informé un responsable de Pékin disant « Je vous ai envoyé un email pour info ». J'ai déjà bloqué Sun. Il aurait obtenu sans autorisation des proclamations officielles de New York pour des représentants chinois et organisé des rencontres entre les délégations du Parti communiste chinois et les officiels new-yorkais, tentant ainsi de contrôler et promouvoir l'agenda chinois. Les procureurs ont déclaré que Sun et Hu géraient plus de 80 comptes de messagerie, dont un message WeChat où Sun dit à un officiel chinois « J'ai beaucoup fait pour faire prospérer la relation ». Sun et son mari, Hu, sont accusés de blanchiment d'argent en plus de leurs manœuvres politiques. Les procureurs affirment que les gains de leur arnaque ont servi à l'achat d'une 4,1 million de dollars à Manhasset, New York, d'un 2,1 million de dollars à Honolulu et d'une Ferrari 2024. Son mari aurait aussi blanchi de l'argent via des comptes bancaires au nom d'un proche en utilisant frauduleusement le permis de conduire de ce dernier. Santos est aussi accusée de fraude au visa et de trafic d'êtres humains. Elle aurait fourni de fausses lettres d'invitation pour permettre à des fonctionnaires chinois d'entrer aux États-Unis. Ces lettres servent de documents d'immigration et ont permis à des étrangers d'entrer illégalement dans le pays. De plus, l'acte d'accusation révèle des preuves accablantes des communications présumées de Sun avec des officiels chinois. Dans un incident, elle a secrètement inclus un officiel chinois dans une conférence téléphonique de l'État de New York sur la réponse au coronavirus disease 2019 et la lutte contre les crimes haineux envers les Asio-Américains. Elle ne faisait pas toutes ces choses gratuitement, et l'acte d'accusation a des preuves qu'elle a reçu des avantages financiers et économiques de la Chine. Sun aurait bénéficié de voyages, promu les sociétés de son ami et obtenu un poste pour son cousin en Chine. Pour rendre l'offre plus attrayante, elle a reçu des billets exclusifs pour des événements populaires, dont une représentation du ballet de Gwangju au Lincoln Center et de l'orchestre national traditionnel chinois au Carnegie Hall. Les accords ont aussi bénéficié à son mari Hu, qui a reçu des millions pour ses affaires en Chine. En plus de ces faveurs, Sun a reçu des canards salés à la Nanjing préparés par le chef personnel d'un haut fonctionnaire chinois, livrés chez ses parents. Sans le contexte chinois, cela peut paraître insignifiant et curieux à relever. Le plat populaire est un mets traditionnel de Nanjing avec une saveur unique et une méthode de conservation spéciale. Cette recette délicieuse date du XIVe siècle. Recevoir cela comme faveur montre à quel point Sun était proche de l'officiel du gouvernement chinois, en plus du coût élevé de réalisation. Les preuves indiquent que la première livraison de 6 canards a eu lieu vers le 28 juillet 2021 et 6 autres ont été livrés le 23 novembre 2021. En résumé, Sun et son mari se sont enrichis grâce à leur travail pour le gouvernement chinois. Selon le procureur américain Brian Peace, le stratagème illégal a rapporté des millions de dollars à la famille